Imagine un instant que tu tiens entre tes mains un livre dont tu n'as pas encore lu toutes les pages. Tu en connais les premières, peut-être les plus belles, celles qui t'ont donné envie de continuer. Mais il reste des chapitres entiers que tu n'as pas encore découverts. Est-ce que ce livre t'attire encore? Est-ce que cette incomplétude, loin de te frustrer, t'invite à aller plus loin, à tourner encore une page et puis une autre? Maintenant, demande-toi si tu ressens la même chose dans ta relation amoureuse. Est-ce que l'autre te donne encore envie de tourner les pages? Je suis Christophe André et aujourd'hui je voudrais qu'on explore ensemble quelque chose qui me touche profondément, quelque chose que j'observe depuis de nombreuses années dans ma pratique clinique, dans mes lectures, dans mes propres expériences de vie. C'est quelque chose, c'est le mystère dans la relation. Ce voile délicat qui enveloppe l'autre, qui fait que même après des années passées ensemble, il ou elle garde une part d'ombre, une profondeur que tu n'as pas encore tout à fait touchée. On vit dans une époque qui valorise la transparence totale. Les réseaux sociaux nous invitent à tout montrer, à tout dire, à tout partager. Et dans nos relations, parfois, on croit que l'intimité véritable, c'est de ne rien cacher, que l'amour profond, c'est de se connaître entièrement. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que tout révéler, tout savoir, tout contrôler nous rapproche vraiment de l'autre? Ou est-ce que parfois cette quête de transparence totale étouffe quelque chose de précieux? Que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est une réflexion douce, nuancée sur la valeur du mystère. Non pas le mystère comme secret douloureux, non pas le mystère comme distance froide ou comme mur entre deux personnes. Mais le mystère comme espace vivant, comme souffle dans la relation, comme cette petite flamme qui continue de brûler parce qu'elle a encore de l'air autour d'elle. Et je voudrais aussi qu'on explore ensemble ce que notre rapport au mystère révèle de nous. Parce que la façon dont on vit le mystère de l'autre, la façon dont on le tolère ou dont on le fuit, dit beaucoup sur notre propre rapport à l'incertitude, à la confiance, à l'attachement. C'est un miroir en quelque sorte, un miroir que la relation nous tanne et dans lequel, si on a le courage de regarder, on peut apprendre des choses extraordinaires sur soi-même. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi accompagner dans cette réflexion. Je vais essayer d'être proche de toi, comme je le suis avec mes patients, avec mes lecteurs. Avec cette conviction que chaque être humain mérite d'être compris, accueilli et aidé à grandir. Commençons par le commencement, par une question simple, presque naïve, mais qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Qu'est-ce que le mystère dans une relation? Quand on parle de mystère dans le contexte amoureux, on ne parle pas de secrets cachés, de mensonges ou de zones d'ombre toxiques. On parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus beau. On parle de cette réalité fondamentale que l'autre est un être à part entière, un univers intérieur que tu ne peux jamais totalement habiter, que tu ne peux jamais totalement posséder. L'autre est toujours d'une certaine façon un peu étranger et c'est précisément cette étrangeté qui le rend fascinant. Le philosophe Emmanuel Levinas parlait du visage de l'autre comme de quelque chose d'infini, de quelque chose qui dépasse toujours ce qu'on peut en saisir et je trouve cette idée profondément juste. Même la personne que tu connais depuis 20 ans, même celle avec qui tu partageais ton lit, tes repas, tes peurs, tes joies, elle reste, dans une certaine mesure, un mystère. Elle a des pensées que tu ne connaîtras jamais. Des rêves qu'elle n'a pas encore formulés, des émotions qui se joignent à elle à un niveau que les mots n'atteignent pas toujours. Et voilà quelque chose d'important. Ce mystère n'est pas un défaut de la relation. Ce n'est pas un signe que vous ne vous connaissez pas assez, que vous ne communiquez pas assez, que vous n'êtes pas assez proche. C'est au contraire la marque même de la profondeur de l'autre. Plus quelqu'un est riche intérieurement, plus il y a en lui des couches que tu n'as pas encore explorées. Je me souviens d'un patient que j'avais accompagné, un homme d'une cinquantaine d'années, marié depuis 25 ans. Il était venu me consulter parce qu'il se sentait étrangement distant de sa femme. Il me disait avec une sorte de tristesse résignée, « Je la connais par cœur. Je sais ce qu'elle va dire avant qu'elle le dise. Je sais comment elle réagira dans telle ou telle situation. » Il n'y a plus de surprise. Et pour lui, cette absence de surprise était devenue synonyme d'absence d'amour. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Et peu à peu, il a commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Qui croyait être une connaissance totale de sa femme était en réalité une projection. Il avait construit une image d'elle, une carte mentale, et il avait confondu cette carte avec le territoire réel. Il ne regardait plus vraiment sa femme, il regardait l'image qu'il avait d'elle. Et cette image, par définition, ne changeait jamais, ne surprenait jamais, ne vivait plus. Le jour où il a commencé à regarder sa femme avec des yeux nouveaux, le jour où il acceptait de ne pas tout savoir d'elle, de ne pas tout prévoir, quelque chose s'est rouvert. Il m'a dit lors d'une séance, elle a dit quelque chose l'autre soir que je n'aurais jamais attendu d'elle. Et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas autant que je le croyais.
Et au lieu de me faire peur, ça m'a rendu curieux, ça m'a rendu amoureux, à nouveau. Cette histoire illustre quelque chose de fondamental en psychologie. Notre cerveau est une machine à prédire. Il adore les schémas, les habitudes et les certitudes, parce que les certitudes économisent de l'énergie cognitive. Quand on sait ce qui va se passer, on n'a pas besoin de rester en alerte. Et dans une relation longue, le cerveau finit par cataloguer l'autre, par le ranger dans une case bien définie. Et cette mise en case, aussi confortable soit-elle, tue quelque chose de vivant. Le mystère, lui, maintient le cerveau en éveil. Il maintient cette légère tension, cette attente douce, qui est précisément ce qu'on ressent au début d'une relation amoureuse. Ce n'est pas un hasard si les débuts sont si intenses, c'est parce que l'autre est encore largement inconnu. Chaque rencontre apporte quelque chose de nouveau. Chaque conversation révèle une facette inattendue. Et cette nouveauté active le système dopaminergique, ce système de récompense qui nous donne envie de revenir encore et encore. Mais voilà la bonne nouvelle. Et c'est quelque chose que j'ai envie de te dire avec beaucoup de douceur parce que je sais que ça peut sembler difficile à croire quand on est dans la routine d'une relation longue. Cette nouveauté, ce mystère peut être cultivé. Il ne disparaît pas définitivement. Il se cache parfois, il s'endort, mais il peut se réveiller. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Si ce contenu t'aide à réfléchir, à voir tes relations d'un œil nouveau, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. C'est une façon simple de me dire que tu es là et que ce travail a du sens. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la tentation de la transparence totale. C'est un phénomène que j'observe de plus en plus et qui me préoccupe parce qu'il est souvent présenté comme un idéal alors qu'il cache en réalité quelque chose de plus complexe. Dans notre culture contemporaine, l'idée de tout dire dans un couple est souvent valorisée comme un signe de confiance, d'intimité, d'honnêteté. Et il y a une part de vérité là-dedans. La communication ouverte est essentielle à une relation saine. Mais il y a eu une différence entre communiquer avec honnêteté et vouloir tout savoir, tout contrôler, tout exposer. Quand quelqu'un me dit « je veux que mon partenaire me dise absolument tout », je lui pose toujours cette question doucement, sans jugement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans cette transparence totale? Et très souvent, après un moment de silence, la réponse qui émerge n'est pas vraiment liée à l'amour, elle est liée à l'anxiété, à la peur, à ce besoin de contrôle qui naît de l'insécurité intérieure. Parce que si je sais tout de l'autre, alors je peux prévoir, et si je peux prévoir, alors je ne risque pas d'être surpris, et si je ne suis pas surpris, alors je ne suis pas blessé. C'est une logique qui se comprend parfaitement, mais c'est une logique qui, poussée à l'extrême, détruit la relation, parce qu'elle transforme l'amour en surveillance et l'intimité en interrogatoire. Il y a une patiente que j'ai accompagnée, une jeune femme d'une trentaine d'années, qui vérifiait le téléphone de son compagnon chaque soir. Non pas parce qu'elle avait des raisons objectives de douter de lui, mais parce qu'elle ne supportait pas de ne pas savoir. Elle me disait, si je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il fait, avec qui il parle, j'ai l'impression de perdre le contrôle, et cette perte de contrôle me terrifie. Ce que nous avons découvert ensemble, au fil du temps, c'est que cette erreur n'avait pas grand-chose à voir avec son compagnon. Elle avait tout à voir avec une blessure d'attachement très ancienne, une expérience d'abandon dans l'enfance qui lui avait appris que l'imprévisible était dangereux, que l'inconnu était une menace et qu'elle devait tout maîtriser pour rester en sécurité. Ce cas n'est pas isolé. Il illustre quelque chose que les psychologues de l'attachement ont très bien décrit. Notre façon de vivre le mystère de l'autre est profondément influencée par notre style d'attachement, c'est-à-dire par la façon dont nous avons appris très tôt dans la vie à nous relier aux autres. Les personnes avec un attachement dit anxieux ont tendance à vouloir réduire le mystère à tout prix. Elles ont besoin de certitude, de confirmation constante, de proximité maximale. Parce que le mystère, pour elles, ressemble à de la distance, et la distance ressemble à de l'abandon. Les personnes avec un attachement dit évitant, elles, ont souvent une relation différente au mystère. Elles maintiennent une certaine distance, une certaine opacité, non pas par indifférence, mais parce qu'elles ont appris que se montrer pleinement vulnérable était risqué. Elles gardent une part d'elles-mêmes sécrète, non par stratégie, mais par protection. Et les personnes avec un attachement dit sécure peuvent, elles, vivre avec le mystère de l'autre sans en être terrifiées. Elles peuvent ne pas tout savoir et ne pas en souffrir, parce qu'elles ont confiance en l'autre, confiance en elles-mêmes, confiance en la relation. Ce que tout cela nous dit, c'est que notre rapport au mystère dans la relation est un révélateur extraordinaire de notre monde intérieur. Il nous dit comment nous vivons l'incertitude en général, comment nous gérons la peur de perdre, comment nous avons appris à aimer. Et voilà pourquoi ce sujet me passionne autant, parce qu'en parlant de mystère, on parle en réalité de nous. De nos peurs, de nos besoins, de nos blessures et aussi de nos capacités à grandir.
Prenons un moment pour aller plus loin dans cette idée, parce que je voudrais qu'on explore ensemble ce que signifie cultiver le mystère, non pas comme une stratégie de séduction, non pas comme un jeu de pouvoir, mais comme une forme de respect profond de l'autre. Quand je parle de cultiver le mystère, je pense à plusieurs choses concrètes. La première, c'est de continuer à avoir une vie intérieure riche et indépendante. Des passions, des réflexions, des lectures, des amitiés, des espaces et ce qui t'appartiennent vraiment et que tu ne partages pas nécessairement en totalité avec ton partenaire. Non pas pour lui cacher quelque chose, mais parce que tu es un être entier avec une profondeur qui ne peut pas être entièrement donnée à une seule personne. Il y a une belle image que j'aime utiliser. Imagine deux arbres plantés côte à côte, s'ils sont trop proches, leurs racines s'amêlent, leurs branches se disputent la lumière et finalement l'un étouffe l'autre. Mais s'ils sont plantés à la bonne distance, chacun peut grandir pleinement et ensemble ils forment quelque chose de magnifique, un espace d'ombre et de lumière, de protection et de beauté. Dans une relation, c'est la même chose. Avoir un espace à soi, une vie qui n'est pas entièrement fusionnée avec celle de l'autre, c'est ce qui permet à chacun de continuer à grandir, à se transformer, à surprendre. Et c'est ce qui maintient vivant le désir de l'autre. Le psychologue Esther Perel, que j'admire beaucoup pour sa pensée sur le désir et les relations, dit quelque chose de très juste. Elle dit que le désir a besoin d'espace, que le désir naît dans l'espace entre deux personnes, pas dans leur fusion. Quand on est trop proche, quand on sait tout l'un de l'autre, quand on fait tout ensemble, le désir s'éteint, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que l'espace nécessaire au désir a été comblé. Ce n'est pas une invitation à la distance froide ou à l'indifférence, c'est une invitation à maintenir ce que j'appellerais une proximité avec du souffle dedans. Une intimité qui n'étouffe pas, qui laisse de l'air, qui permet à chacun d'être pleinement soi-même. Et voilà quelque chose d'important que je voudrais souligner. Être mystérieux pour l'autre ne signifie pas être fermé, ne pas communiquer, ne pas partager. Cela signifie continuer à être vivant, à évoluer, à se surprendre soi-même. Parce que si tu te surprends encore toi-même, si tu continues à découvrir de nouvelles facettes de ta propre personnalité, alors l'autre aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir en toi. Et c'est là que le développement personnel rejoint la vie amoureuse de la façon la plus belle qui soit. Quand tu travailles sur toi-même, quand tu explores tes émotions, quand tu lises, quand tu voyages intérieurement, quand tu prends des risques, quand tu changes et que tu grandis, tu deviens automatiquement plus riche. Plus complexe, plus intéressant. Et cette richesse intérieure se reflète dans ta relation. Si ce que tu entends résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode. C'est une façon de continuer ce chemin ensemble et peut-être d'offrir à quelqu'un que tu aimes un peu de ce que tu es en train de recevoir. Parlons maintenant d'un paradoxe fascinant. Plus on cherche à éliminer le mystère, plus on risque de s'ennuyer. Et plus on accepte le mystère, plus on reste curieux. C'est un paradoxe qui va à l'encontre de nos intuitions, mais qui est profondément ancré dans la psychologie humaine. Nous avons tous tendance à croire que la sécurité et la certitude sont ce dont nous avons besoin pour être heureux en amour, et c'est vrai dans une certaine mesure. Nous avons besoin de sentir que l'autre est là, qu'il ne va pas disparaître, que la relation est stable. Mais au-delà de cette base sécurisante, nous avons aussi besoin de quelque chose d'autre. Nous avons besoin de nouveautés, de stimulation, de surprises. Nous avons besoin que la relation continue à nous apporter quelque chose d'inattendu. Les recherches en psychologie positive ont montré que l'un des facteurs les plus importants de la satisfaction dans une relation à long terme est ce qu'on appelle l'auto-expansion. C'est-à-dire la sensation que grâce à l'autre, tu grandis, tu découvres de nouvelles choses, tu t'élargis. Quand une relation te permet de t'auto-expandre, tu restes engagé, curieux, vivant dans cette relation. Et cette auto-expansion est intimement liée au mystère, parce que si l'autre continue à découvrir de nouvelles facettes de lui ou d'elle, alors la relation continue à te faire grandir. Mais si tu as l'impression de tout savoir, de tout avoir exploré, alors cette sensation d'expansion s'arrête et avec elle une partie de l'engagement. Je pense à un couple que j'ai rencontré lors d'une conférence. Ils étaient ensemble depuis 30 ans et ils rayonnaient d'une façon qui m'avait frappé. Je leur avais demandé leurs secrets et la femme avait souri et dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle avait dit « Je n'ai jamais fini de le découvrir, chaque année il me surprend et moi j'essaie de le surprendre aussi, on ne s'est jamais donné l'impression d'être terminé ». Cette phrase « Je ne s'est jamais donné l'impression d'être terminé » me touche profondément parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont on peut entretenir la vitalité d'une relation. Ce n'est pas en restant figé dans ce qu'on était au début, c'est en continuant à évoluer individuellement et ensemble.
Et cela nous amène à parler de quelque chose que j'appelle la curiosité active. C'est une posture, une façon d'être avec l'autre qui consiste à ne jamais présumer qu'on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir, à continuer à poser des questions, non pas pour interroger ou contrôler, mais par véritable intérêt, par véritable désir de connaître. Combien de fois, dans une relation longue, est-ce qu'on cesse vraiment d'écouter l'autre ? Combien de fois est-ce qu'on répond avant même qu'il ait fini sa phrase, parce qu'on croit savoir ce qu'il va dire ? Combien de fois est-ce qu'on regarde notre téléphone pendant qu'il nous parle parce qu'on pense que ce qu'il dit, on le connaît déjà ? Cette fermeture progressive à l'autre, cette habitude de ne plus vraiment l'écouter, c'est l'une des choses les plus destructrices dans une relation longue, et c'est aussi l'une des plus silencieuses. Elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas de dispute, elle installe simplement, lentement, une distance invisible. La curiosité active, c'est l'antidote à cette fermeture. C'est décider consciemment de regarder l'autre comme si tu le rencontrais pour la première fois, de lui poser des questions que tu ne lui as jamais posées. De t'intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, à ce qu'il rêve aujourd'hui, maintenant pas il y a 10 ans, parce que les gens changent, nous changeons tous. Et parfois, dans une relation longue, on aime une image de l'autre qui corresponde à ce qu'il était, pas à ce qu'il est devenu. Et cette image figée, aussi rassurante soit-elle, n'est pas la réalité. Il y a une pratique que je recommande souvent et qui est d'une simplicité désarmante. C'est de prendre le temps régulièrement de poser à son partenaire une question qu'on ne lui a jamais posée. Pas une question pratique sur les courses ou les enfants, une vraie question. Quel est le rêve que tu n'as jamais osé formuler à voix haute ? Qu'est-ce qui te fait encore peur à ton âge ? Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui te rend fier de toi en ce moment ? Ces questions ouvrent des espaces. Elles créent de l'intimité nouvelle dans une relation qui en avait peut-être perdu un peu et souvent elles révèlent des facettes de l'autre qu'on ne connaissait pas encore, même après des années. Continuons notre exploration parce que je voudrais maintenant aborder quelque chose de délicat, la différence entre le mystère sain et le mystère toxique. Parce qu'il serait malhonnête de parler du mystère uniquement sous son angle positif sans reconnaître qu'il peut aussi être utilisé de façon blessante. Le mystère sain, c'est celui dont on a parlé jusqu'ici. C'est la profondeur naturelle de chaque être humain, c'est l'espace personnel que chacun maintient dans une relation, c'est la richesse intérieure qui continue à se développer. C'est l'imprévisibilité joyeuse de quelqu'un qui continue à grandir. Le mystère toxique, lui, c'est autre chose. C'est le secret qui blesse. C'est l'opacité qui isole. C'est la distance maintenue délibérément pour garder du pouvoir sur l'autre. C'est le silence qui punit. C'est l'absence d'explication qui génère de l'angoisse. Il y a une différence fondamentale entre ces deux formes de mystère et elle réside dans l'intention. Dans le premier cas, le mystère est naturel, il n'est pas dirigé contre l'autre. Dans le second cas, il est utilisé consciemment ou non, comme un outil de contrôle ou de protection défensive. Je pense à quelqu'un qui maintient une distance émotionnelle totale, qui ne partage jamais ses émotions, qui répond par des monosyllabes aux questions sincères de son partenaire. Ce n'est pas du mystère sain. C'est de la fermeture et cette fermeture, même si elle peut ressembler à de l'indépendance ou de la force, est souvent le signe d'une grande vulnérabilité non assumée. Ou je pense à quelqu'un qui disparaît régulièrement sans explication, qui ne donne pas de nouvelles pendant des heures ou des jours et qui revient comme si de rien n'était. Ce comportement, qu'on appelle parfois le ghosting partiel dans les relations, génère une anxiété intense chez l'autre et cette anxiété peut être inconsciemment ce que la personne cherche à provoquer. Parce que l'anxiété de l'autre est une forme de preuve que l'autre tient à elle. Ces dynamiques sont complexes et je ne les juge pas, je les comprends. Elles naissent souvent de blessures profondes, de peurs non dites, des stratégies de survie émotionnelle développées très tôt. Mais elles font du mal et elles méritent d'être reconnues, nommées et travaillées. Alors comment distinguer le mystère sain du mystère toxique dans sa propre relation ? Je te propose quelques repères. Le mystère sain te laisse curieux mais serein. Le mystère toxique te laisse anxieux et déstabilisé. Le mystère sain te donne envie d'aller vers l'autre. Le mystère toxique te fait douter de toi-même. Le mystère sain est une invitation, le mystère toxique est un mur. Et si tu te reconnais dans la description du mystère toxique, que ce soit comme celui qui le vit ou comme celui qui le génère, je t'invite à en parler. Avec ton partenaire si c'est possible, avec un thérapeute si tu en ressenses le besoin, parce que ces dynamiques peuvent changer, elles ne sont pas une fatalité. Si tu arrives jusqu'ici dans cet épisode, c'est que quelque chose de ce que nous explorons ensemble résonne en toi. Je t'encourage à laisser un like et à t'abonner.
Cela m'aide à continuer ce travail et cela te permet de ne manquer aucun épisode. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que je trouve particulièrement beau et particulièrement négligé. C'est la question du mystère de soi. Parce que pour maintenir du mystère dans une relation, il faut d'abord être quelqu'un qui continue à se découvrir lui-même. Nous vivons souvent en surface de nous-mêmes. Nous avons des habitudes, des routines, des réponses automatiques. Nous savons ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous pensons de telle ou telle chose, et nous croyons nous connaître. Mais est-ce vraiment le cas? La psychologie nous enseigne que nous sommes des êtres bien plus complexes que ce que nous en percevons. Notre inconscient, nos émotions profondes, nos désirs non formulés, nos peurs cachées, tout cela constitue une partie immense de qui nous sommes, une partie que nous n'avons souvent pas encore explorée. Et quand on n'a pas exploré cette partie de soi, on ne peut pas vraiment la partager avec l'autre, on ne peut partager que ce qu'on connaît. Et si on se connaît peu, on partage peu, et la relation reste en surface. Le travail sur soi, qu'il passe par la thérapie, par la méditation, par l'écriture, par la lecture, par des conversations profondes avec des amis de confiance, ce travail enrichit non seulement ta propre vie, mais aussi ta relation. Parce qu'en devenant plus conscient de toi-même, tu deviens plus capable de partager quelque chose de vrai, de profond, de vivant avec l'autre. Et paradoxalement, plus tu te connais, plus tu découvres que tu es complexe, que tu es multiple, que tu contiens des contradictions, des nuances, des profondeurs inattendues. Et cette complexité est précisément ce qui te rend mystérieux et fascinant pour l'autre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup attribuée à Walt Whitman qui disait « Me contredis-je très bien alors, je me contredis ». Je suis vaste, je contiens des multitudes. Cette capacité à s'accepter dans sa propre complexité, dans ses propres contradictions, sans chercher à se simplifier pour être plus facilement compréhensible, c'est une forme de courage. Et c'est aussi une forme de séduction profonde, parce que les personnes qui m'ont le plus fasciné dans ma vie, celles qui me donnaient envie de continuer à les connaître, n'étaient pas celles qui étaient simples et prévisibles, c'était celles qui avaient cette profondeur tranquille, cette richesse intérieure qu'on sentait sans pouvoir entièrement la saisir. Celles qui continuaient à me surprendre, à me faire réfléchir, à m'apporter quelque chose de nouveau. Et cette profondeur ne venait pas d'un effort de mystification. Elle venait d'un vrai travail intérieur, d'une vraie curiosité pour soi-même et pour le monde. Elle venait du fait que ces personnes continuaient à grandir, à se questionner, à se transformer. Alors si tu veux maintenir du mystère dans ta relation, la première invitation que je te fais, c'est de continuer à te découvrir toi-même, de ne pas te satisfaire de la version de toi que tu connais déjà. De rester curieux de ton propre intérieur, de te donner la permission de changer, d'évoluer, de surprendre même ceux qui croient te connaître par cœur. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, des façons pratiques de maintenir ce mystère vivant dans une relation quotidienne. Parce que je sais que les réflexions philosophiques, aussi belles soient-elles, ont besoin d'être ancrées dans le réel pour avoir un impact. La première chose, je l'ai déjà évoqué, c'est de maintenir des espaces personnels, des activités, des amitiés, des intérêts que tu ne partageais pas nécessairement avec ton partenaire. Non pas pour lui cacher quelque chose, mais pour continuer à être quelqu'un qui a une vie propre, une richesse propre. Et quand tu reviens de ces espaces personnels, tu as quelque chose à apporter. Tu as vécu quelque chose que l'autre n'a pas vécu, tu as une perspective nouvelle et ça crée de la conversation, de l'échange, de l'intérêt. La deuxième chose, c'est de ne pas tout commenter, tout analyser, tout expliquer. Il y a une tendance dans les couples très proches à vouloir tout décortiquer, chaque émotion, chaque comportement, chaque réaction. Et si cette tendance vient d'un bon endroit, d'un désir de comprendre et de se comprendre, elle peut aussi vider la relation de son air. Parfois laisser quelque chose dans le non-dit, laisser une émotion exister sans immédiatement la nommer et l'analyser, c'est laisser de l'espace au mystère. La troisième chose, c'est de se surprendre soi-même et de surprendre l'autre. Faire quelque chose d'inattendu, proposer une activité nouvelle, changer une habitude, exprimer quelque chose qu'on n'a jamais dit. Ces petites ruptures dans la routine créent de la nouveauté, réactivent l'attention de l'autre et rappellent que la relation est vivante, qu'elle n'est pas figée dans le passé. La quatrième chose, c'est de cultiver l'admiration. L'admiration, c'est cette capacité à voir dans l'autre quelque chose qui te dépasse, quelque chose que tu n'aurais pas fait ou pensé toi-même. Et l'admiration est étroitement liée au mystère. Quand tu admires quelqu'un, c'est souvent parce qu'il y a en lui quelque chose que tu ne comprends pas entièrement, quelque chose qui te fascine précisément parce qu'il t'échappe un peu. Dans une relation longue, l'admiration peut s'émousser. On finit par tenir pour acquis les qualités de l'autre, on oublie de s'émerveiller. Et cette perte d'émerveillement est une perte de mystère.
Alors une pratique simple et puissante, c'est de se demander régulièrement « Qu'est-ce que j'admire chez mon partenaire ? Qu'est-ce qu'il fait ou pense ou ressent que je ne saurais pas faire ou penser ou ressentir aussi bien que lui ?» et de lui dire. Parce que l'admiration exprimée est un cadeau extraordinaire. La cinquième chose, et c'est peut-être la plus profonde, c'est d'accepter que tu ne comprendras jamais entièrement l'autre et de trouver la paix dans cette acceptation. De passer de l'anxiété de l'inconnu à la curiosité de l'inconnu, de voir le mystère de l'autre, non pas comme une menace, mais comme une invitation permanente. Cette acceptation est un acte de confiance. Confiance en l'autre, confiance en la relation, confiance en toi-même. Et cette confiance est peut-être la chose la plus précieuse qu'on puisse cultiver dans une relation. Si ce contenu t'accompagne dans ta réflexion, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile dans sa relation. Parfois un peu de lumière partagée fait une grande différence. Je voudrais maintenant prendre un moment pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, le rapport entre le mystère et la vulnérabilité. Parce que ces deux notions semblent opposées, mais elles sont en réalité profondément liées. On pourrait croire que le mystère, c'est se cacher, et la vulnérabilité, c'est se montrer. Que plus on est mystérieux, moins on est vulnérable, et inversement. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. La vraie vulnérabilité, celle dont parle la chercheuse Brené Brown avec tant de justesse, ce n'est pas de tout exposer, ce n'est pas de se mettre à nu sans discernement. C'est d'avoir le courage de se montrer tel qu'on est dans sa vérité, avec ses incertitudes, ses doutes, ses émotions. Et cette vérité n'est jamais entièrement accessible à l'autre, parce qu'elle est toujours en mouvement, toujours en train de se découvrir elle-même. Quand tu es vraiment vulnérable avec quelqu'un, tu lui montres quelque chose de vrai. Mais ce quelque chose de vrai n'est pas toute la vérité, parce que toute la vérité de qui tu es, c'est infini. Elle ne peut pas être contenue dans un seul moment, dans une seule conversation, dans une seule relation. Et c'est là que la vulnérabilité et le mystère se rejoignent. Être vulnérable avec l'autre, c'est lui ouvrir une porte vers ton intérieur. Mais derrière cette porte, il y a d'autres portes et d'autres encore. Et cette profondeur infinie, c'est le mystère de qui tu es. Les couples les plus solides que j'ai observés sont ceux qui ont réussi à maintenir cet équilibre délicat. Ils sont suffisamment vulnérables pour que la relation soit vraie, pour qu'il y ait une vraie intimité, une vraie connexion. Mais ils maintiennent aussi chacun une profondeur personnelle, un espace intérieur qui n'est pas entièrement partagé. Et cet espace n'est pas un secret, c'est simplement la marque de leur propre complexité. Je pense à des couples qui ont traversé des épreuves ensemble, des maladies, des deuils, des crises professionnelles, des moments de doute profond, et qui, au sortir de ces épreuves, se regardent avec une sorte d'étonnement respectueux, comme si l'épreuve avait révélé une facette de l'autre qu'ils ne connaissaient pas encore. Une force, une tendresse, une résilience inattendue. Ces moments de révélation, même s'ils sont douloureux à vivre, sont des moments de mystère dévoilé. Ils rappellent que l'autre est plus grand, plus profond, plus complexe qu'on ne le pensait. Et ils renforcent l'amour d'une façon que les moments faciles ne peuvent pas toujours faire. Parlons maintenant d'une question que beaucoup de personnes se posent sans oser à la formuler. Est-ce que le mystère peut coexister avec la routine ? Est-ce qu'on peut être à la fois dans la familiarité confortable d'une vie partagée et dans la fascination de quelqu'un qu'on continue à découvrir ? Ma réponse est oui, absolument oui. Mais cela demande une forme d'attention, une forme de conscience que la routine peut endormir si on y prend garde. La routine en elle-même n'est pas l'ennemi. Elle est rassurante, elle libère de l'énergie mentale pour d'autres choses, elle crée un cadre stable dans lequel la relation peut s'épanouir, mais elle peut aussi devenir un voile qui empêche de voir vraiment l'autre. Elle peut transformer les interactions en un automatisme, les conversations en échange d'informations pratiques, les moments partagés en présence par ailleurs plutôt qu'en vraie rencontre. La clé, c'est ce que j'appellerais des îlots de présence dans la routine, des moments où on sort de l'automatisme, où on s'arrête vraiment, où on regarde l'autre dans les yeux et où on lui dit « je suis là, je te vois ». Pas l'image que j'ai de toi. Toi maintenant, aujourd'hui, ces moments n'ont pas besoin d'être extraordinaires. Un dîner sans téléphone où on parle vraiment. Une promenade dans laquelle on se raconte quelque chose qu'on n'a jamais dit. Un moment de silence partagé, pas un silence de distance, mais un silence de présence où on est simplement là, ensemble, sans avoir besoin de remplir l'espace. Ces îlots de présence maintiennent vivante la connexion. Il rappelle à chacun que l'autre est là, vraiment là, et qu'il y a encore des espaces à explorer ensemble. Et je voudrais terminer cette partie de notre réflexion avec quelque chose qui me semble fondamental. Le mystère dans une relation n'est pas quelque chose qu'on trouve ou qu'on perd. C'est quelque chose qu'on choisit de cultiver ou qu'on laisse s'éteindre. C'est un choix quotidien.
Un choix de curiosité plutôt que de certitude, un choix d'ouverture plutôt que de fermeture, un choix d'émerveillement plutôt que d'habitude. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui, maintenant, en décidant de regarder ton partenaire avec des yeux un peu plus neufs, en lui posant une question que tu ne lui as jamais posée, en peu d'espace pour être quelqu'un que tu ne connais pas encore entièrement, en acceptant que cette incomplétude n'est pas un manque, c'est une richesse. Si tu es encore avec moi à ce stade de notre conversation, je t'en suis vraiment reconnaissant. Pense à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a touché dans cet épisode. Vos retours me nourrissent et m'aident à continuer ce travail. Avant de conclure, je voudrais aborder une dernière dimension de ce sujet qui me semble importante et souvent oubliée. C'est la question du mystère dans le rapport à soi-même, dans la relation. Quand on est dans une relation longue, on développe souvent une identité relationnelle, on devient le ou la partenaire de quelqu'un. Et cette identité relationnelle peut parfois prendre tellement de place qu'on perd de vue qui en est en dehors de la relation. On commence à se définir uniquement par rapport à l'autre. On perd le fil de ses propres désirs, de ses propres rêves, de ses propres mystères, et quand on perd ce fil, quelque chose s'appauvrit, non seulement en soi, mais aussi dans la relation. Parce qu'une relation ne peut être vivante que si les deux personnes qui la composent sont elles-mêmes vivantes, pleinement, individuellement, mystérieusement vivantes. Alors je t'invite à te poser cette question avec douceur, sans jugement. Qui es-tu en dehors de ta relation? Quels sont tes désirs qui n'ont rien à voir avec ton partenaire? Quels sont tes rêves que tu n'as peut-être pas encore osé formuler même à toi-même? Qu'est-ce qui te fait vibrer, te fait peur, te fait rire, te fait pleurer indépendamment de la relation? Ces questions ne sont pas une invitation à te séparer de ton partenaire, elles sont une invitation à rester toi-même dans la relation, à ne pas te dissoudre dans elle, à continuer à être quelqu'un, un être entier, complexe et mystérieux qui choisit chaque jour d'être avec l'autre, non pas parce qu'il ne peut pas vivre sans lui, mais parce qu'il choisit de construire quelque chose avec lui. Et cette liberté choisie, cet amour qui n'est pas de la dépendance mais de la décision est peut-être la forme d'amour la plus belle et la plus durable qui soit. Voilà, nous approchons de la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui. Et avant de conclure, je voudrais récapituler les choses les plus importantes et ce que nous avons exploré, non pas comme une liste froide, mais comme un rappel doux de ce que tu peux emporter avec toi. Nous avons vu que le mystère dans une relation n'est pas l'absence de communication ou la distance froide. C'est la reconnaissance de la profondeur infinie de l'autre. C'est l'acceptation que même la personne qu'on aimait le plus au monde reste, dans une certaine mesure, un univers que nous n'avons pas encore entièrement exploré. Et que c'est précisément cet inexploré qui maintient vivant le désir, la curiosité, l'amour. Nous avons vu que notre rapport au mystère révèle beaucoup de nous. Il parle de notre style d'attachement, de notre rapport à l'incertitude, de nos peurs et de nos besoins. Et comprendre ce rapport, c'est une porte ouverte vers une meilleure connaissance de soi et vers des relations plus saines. Nous avons distingué le mystère sain, qui est une invitation, du mystère toxique, qui est un mur. Et nous avons vu que cette distinction repose essentiellement sur l'intention et sur l'impact. Le mystère sain laisse l'autre curieux et serein. Le mystère toxique laisse l'autre anxieux et déstabilisé. Nous avons parlé de l'importance de continuer à se découvrir soi-même, parce que c'est la condition première pour rester mystérieux aux yeux de l'autre. Nous avons évoqué des pratiques concrètes, des espaces personnels, des questions inédites, des moments de présence vraie, de l'admiration exprimée, de la nouveauté cultivée. Et nous avons terminé par ce rappel fondamental. Être pleinement soi-même dans une relation, maintenir son identité propre, ses désirs, ses rêves, sa complexité, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la relation. Parce que deux personnes entières font une relation entière. Et une relation entière est une relation vivante. Je voudrais te laisser avec une image. Imagine une flamme dans une lanterne. Si tu fermes hermétiquement la lanterne, la flamme s'étouffe et finit par mourir. Si tu laisses la lanterne entièrement ouverte, le vent peut l'éteindre. Mais si tu trouves le juste équilibre, si tu laisses juste assez d'ouverture pour que la flamme ait de l'air, elle brûle de façon stable, belle, lumineuse, et elle peut brûler très très longtemps. Le mystère dans une relation, c'est cet air autour de la flamme, pas trop peu pour ne pas étouffer, pas trop pour ne pas laisser le vent l'emporter, juste assez pour qu'elle continue à brûler. Et cette flamme, c'est l'amour, avec tout ce qu'il a de beau, d'imparfait, d'inattendu, de vivant. Je crois profondément que chacun d'entre nous a la capacité de cultiver cette flamme. Pas parfaitement, pas sans erreur, pas sans moment de doute, mais avec sincérité, avec courage, avec cette volonté de continuer à grandir, seul et ensemble. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour ta confiance. Ces moments partagés ont du sens pour moi et j'espère qu'ils en ont aussi pour toi.
Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose de ce que nous avons exploré ensemble t'a touché ou t'a fait réfléchir, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa relation, peut-être quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi il se sent distant de l'autre. Peut-être simplement quelqu'un qui, comme toi, a envie de continuer à grandir. On se retrouve dans le prochain épisode. Prendre soin de toi et prendre soin de ceux que tu aimes.